Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de la 2e saison de Télésérie. Bonjour Stéphane. Bonjour Karine, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Stéphane, j'espère que tu as une bonne excuse. Ça fait une semaine que je t'attends, que je n'ai aucune nouvelle, j'aimerais savoir où tu étais. Figure-toi que j'étais en plein Pays de Galles, dans un petit village qui m'avait l'air au départ fort calme. Ça s'appelle Portmeirion, mais en fait il a fallu que je cours pendant tout le séjour. Oh, ça te fait du bien de faire du sport un peu de temps en temps. Et j'imagine que tu as eu le temps de faire les boutiques. On peut pas dire ça, regarde. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Un peu étouffant le climat de ce petit village, mais comme tu peux le remarquer, je lui ai échappé. Vous l'avez certainement reconnu, ce village, c'est celui de la série Le Prisonnier, avec le fameux numéro 6, interprété par Patrick McGoohan. Patrick McGoohan, devenu une star de la télévision grâce à son rôle de John Drake dans la série Destination Danger. C'est bien plus tard qu'il découvrira ce lieu idyllique. Il a littéralement craqué pour cet endroit et en 1966, il en a fait un des principaux éléments de la série Le Prisonnier. 30 ans plus tard, toi tu as marché sur les traces du numéro 6, Destination Portmeirion. Lorsqu'on arrive à Portmeirion, on découvre avec stupeur des petites maisons, façades pimpantes, des jardins particulièrement bien entretenus, où poussent des magnolias, du mimosa, des camélias et même des palmiers. En 1925, lorsqu'il commence les travaux, Sir Clark William Ellis veut prouver qu'on peut bâtir un village en mariant les genres, les époques, sans saccager la nature. En 1973, l'œuvre est réalisée, son architecte a 95 printemps. Bonjour à tous, encore une merveilleuse journée. Il est possible qu'il y ait de petites averses en fin d'après-midi. Mais entre-temps, il a rencontré un certain McGoohan. Patrick McGoohan est venu ici tourner un épisode de Destination Danger, Dangerman, au tout début des années 60. Il a littéralement craqué pour ce charmant village qu'il n'avait jamais vu et dont il n'avait jamais entendu parler. C'était exactement ce qu'il recherchait pour sa série. Et son idée, son rêve, et puis celui de mon grand-père se sont particulièrement bien combinés. Et la série Le Prisonnier est née. Et Le Prisonnier, c'est bien sûr cet agent secret qui, après avoir démissionné, se retrouve enfermé dans un village où chacun est surveillé, épié, où les gens sont fichés, programmés, numérotés. Un jour, il se réveille et découvre une bien jolie prison dont il essaiera en vain pendant 17 épisodes de s'échapper. Des tentatives d'évasion qui lui vaudront à chaque fois un face-à-face avec un étrange rôdeur. Quand il filmait le gros ballon blanc, The Rover, le rôdeur en français, plusieurs séquences le mettant en scène étaient filmées à l'envers. Ils installaient le ballon face à la caméra, ils le poussaient, puis ils inversaient le film. On avait alors l'impression qu'il venait vers la caméra. Mais le système a ses failles, regardez la fumée des cheminées. Autre procédé, encore plus simple, le rôdeur est souvent accroché à la cheville du héros qui le traîne comme un véritable boulet. Mais au début du tournage, il n'était pas question de grosses boules blanches.
C'était une sorte de petite voiture robot avec un gyrophare, mais ça n'a pas marché. Ils l'ont laissé tomber ce projet, il n'a pas eu beaucoup de succès. C'était trop bruyant, ça semblait un petit peu fou quand ils ne parvenaient pas à franchir les pentes, les côtes du village, parce que Port Merion est très très vallonné. Donc ils ont laissé tomber le rôdeur, premier du nom. Lorsque Patrick McGowan tourne Le Prisonnier à Port Merion, Robin a 8 ans, mais il se souvient bien de cet étrange personnage courant sans cesse. Patrick McGowan était totalement impliqué dans ce projet, à tous les niveaux d'ailleurs. Il était l'acteur principal, il réalisait, c'était sa création. Il devait être partout à la fois. D'ailleurs, il courait dans tous les sens, il était tout rouge, il donnait des ordres sans arrêt. Je ne sais pas comment il pouvait faire tout ça. Cocteau disait « Ce qui est beau, c'est d'être envahi, habité, inquiété, obsédé, dérangé par une œuvre. Ce village et cette série, grâce à deux génies, resteront très longtemps des œuvres à part entière. » Bonjour chez vous. Bonjour chez vous, yeah. Tout à l'heure dans les news, je vous communiquerai quelques renseignements, dont l'adresse de ce village idéal, Port Merion, idéal d'ailleurs pour un petit week-end en amoureux. Je crois que tu n'avais pas arrêté de courir. Ah oui? Dans quelques jours, les téléspectateurs américains découvriront le 200e épisode d'une des sitcoms les plus populaires là-bas, c'est Murphy Brown. Et Murphy Brown, c'est Candice Bergen, une journaliste très très proche de notre Christine O'Krent nationale, froide mais très efficace et qui présente un journal là-bas qui s'appelle For Your Information. Aux États-Unis, la série en est à sa 9e saison. En France, vous pouvez la découvrir tous les soirs sur Teva Moteur. C'est dans les coulisses du petit écran américain que la série Murphy Brown nous entraîne. Murphy Brown, jouée par Candice Bergen, comme elle se définit elle-même, est une star mondiale du journal télévisé, même si tout le monde ne la connaît pas encore tout à fait. Et l'histoire de Kyle Whitsett ne s'arrête pas là, comme Murphy Brown va nous l'expliquer. C'est exact, Jim. Eh, mais je vous connais, vous! Vous êtes Murphy Brown! Je vous ai vu à la télévision. Ah, dans quelle émission? Au journal télévisé. Ah, Claire de Lune. Et vous asticotez toujours le gars avec des drôles de cheveux. Nous aimerions rester seuls si ça ne vous fait rien. Corky, est-ce que je peux vous parler? Et dans cette jungle professionnelle où la concurrence est dure, Murphy est réputé pour son caractère de chien et ses coups bas face à ses collègues. Vous êtes fâché? Qu'il soit homme, femme, et quel que soit l'endroit. Je viens de recevoir un coup de fil de l'agent de Brando. Quelle coïncidence. Moi, je viens de parler à Marlon Brando. Il semblerait qu'il veuille vous accorder une interview. Comme c'est dommage, vous êtes suspendu. Oui, en effet, c'est dommage. Mon Dieu, comme ça tombe mal que vous perdiez l'occasion de nous attirer une telle audience. Tu sais, j'ai pensé à beaucoup de choses depuis une demi-heure. Le bureau de Miles, sa voiture neuve, son pantalon. Tout ça est inflammable, Franck. Jim! Jim! Mon vieux! Vous avez déjà fait 47% d'audience une fois dans votre vie? Oh, maman! Mais ce qui lie quand même l'équipe de rédaction de cette chaîne, c'est la concurrence, la course à l'audimat et ces fameuses histoires de ménagères de moins de 50 ans. Mais Murphy Brown n'est pas qu'une bête de travail, elle est bien plus complexe qu'elle en a l'air. Elle a aussi une vie privée avec une maman un peu extravagante, mais qui chante bien. Et sous sa carapace de diva de l'écran, elle connaît aussi quelques moments de tendresse. Et comme toutes les nanas, elle a ses petites préoccupations, ses doutes, ses grandes questions. Oh! Déjà 3 heures. J'ai pas vu le temps passer. Il faut que j'y aille. Je vais vous donner un coup de main. Votre voiture est devant? Oui, c'est la bleue. Vaut-il mieux sacrifier sa vie privée pour son travail ou encore... Est-ce que tu sais faire des cookies aux amandes? Non, et toi? Non. Tu veux essayer? Tentons l'aventure. Comment ça se fait qu'on ne m'ait pas filé sur le match foot? Je te signale qu'au départ, c'était mon idée. De plus, c'est pas un sujet pour une femme. Ah bon. Bobby, allez au fond. Portrait caustique de la femme battante des années 80, Murphy Brown ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elle est sportive, autoritaire et ambitieuse, et c'est ce qui la rend si sympathique. Moi, des 16 millions de dollars lapidés dans les avions. Vous savez, vous ne savez que m'interrompre et m'attribuer des réflexions que je ne fais pas. Comment pourrais-je vous attribuer une quelconque réflexion? Encore faudrait-il que vous soyez capable de penser. Mais écoutez, si vous avez autre chose à dire, ne vous occupez pas de moi, le plateau est à vous. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous me semblez savoir ce qui est bon pour l'Amérique. Alors allez-y, chers Américains, le colonel Fitzpatrick. Eh bien, ces chers Américains, cela fait 9 ans qu'il plébiscite cette série créée par une femme, Diane English, et menée tambour battant par une grande comédienne, Candice Bergen, déjà multi-récompensée de plusieurs Emmy Awards. Je ne veux pas faire son sujet.
Murphy, je ne voudrais pas en arriver là. Vous voulez passer à la télévision cette semaine? Eh bien, notre émission touche à sa fin, mesdames et messieurs. Bonsoir. Je vous rends l'antenne. C'est bon, merci les enfants. Candice Bergen, qui a même tourné un des épisodes de Murphy Brown aux côtés de son mari, le réalisateur français Louis Malle, qui nous a quittés il y a quelques mois. Dans les séries américaines, il semble y avoir deux sortes de femmes. Les superwomen, comme Murphy Brown ou Angela de Madame est servie, qui mènent tambour battant leur carrière professionnelle. Oui, d'accord, un peu comme toi. Voilà. Et les super femmes au foyer, qui gèrent parfaitement leur intérieur, tout en étant de véritables cordons bleus. Oui, non, peut-être pas exagéré, hein. Brune, blonde, rousse, femme fatale, mère idéale, nymphomane, flic de choc, les femmes ont prouvé depuis bien longtemps qu'elles étaient carrément indispensables, même dans les séries. Quelques séries ne mettent en avant que certaines qualités de la gente féminine. Les responsables de ce phénomène sont peut-être ceux qui ont fait des mannequins les stars d'aujourd'hui. Alors les femmes à la télé ne mettraient en avant que leur forme, leur obsession du ménage, de la couture et du salaire de monsieur? Non, nous sommes, nous, le soi-disant sexe fort à leur merci. Il suffit d'ailleurs de leur poser la question. Eh bien, monsieur l'associé, j'ai du travail et je suppose que vous aussi. Bon bah tant pis, je vais me débrouiller tout seul. Regardez ces femmes à poigne, ces mères de famille qui ont maté leur homme. Première victime, Jean-Pierre, il a épousé une sorcière et subit sa belle-mère. Je sais ce qui est le mieux pour ma fille. Voulez-vous arrêter ça, Andorra? Je n'ai rien fait, mon cher. Alors voulez-vous expliquer comment ce genre de choses est possible? Oh, vous devenez beaucoup trop malin. Je n'arrive plus à vous faire marcher, hein, Dumbo? Non, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre. Pauvre Jean-Pierre. Et puis il y a Al et sa femme Peggy. Tu as été géant, Al. Affiche-moi la paix. Bon, voyons, ne t'énerve pas, Al. Tu sais, je suis sûre que si tu voulais bien t'entraîner un petit peu plus souvent, tu te débrouillerais plutôt bien en amour. La situation est la suivante. Je n'ai que le week-end pour trouver une campagne pour ce nouveau produit, alors j'ai besoin de votre aide. Je suis à votre disposition. Voilà, ça s'appelle le Fizz. Hein? Toute l'Italie en raffole déjà. Délicieux. Ça étanche la soif des petits athlètes et des grands. Alors, vous qui êtes un athlète, voulez-vous le goûter et me dire honnêtement ce que vous en pensez? Certainement, madame. Sympa, Angela. Messieurs, voilà un jour à marquer d'une pierre blanche, la première femme parfaite. Je lui trouve quelque chose de bizarre. Oui, son grand cœur. Non, ce n'est pas ça. Pour une femme qui a travaillé toute la journée, elle a l'air de sortir droit de l'Institut de beauté. Moi? Je ne suis pas parfaite, mon Dieu, loin de là. Allons, docteur, pas de fausse modestie. Je suis sûre que vous comprenez très bien. Alors, on va employer les grands moyens, c'est vous qui l'aurez voulu. Je vais compter jusqu'à 5, et si vous ne vous décidez pas à parler, je mangerai un bon coq au vin ce soir, j'adore ça. Après les mères de famille redoutables, voici donc les femmes à la gâchette facile, comme Cathy Mahoney dans Lady Blue, qui joue les Dirty Harry. Ces dames qui profitent de notre absence pour prendre les choses en main, comme Cinnamon Carter, qui vole littéralement la vedette à Monsieur Phelps dans Mission Impossible en nous faisant le coup du magnéto. Bonjour, mademoiselle Carter. Mulder! Scully, tu es dingue, qu'est-ce qui te prend? Mulder, tu dois faire ce qu'on te dit! Impose cette dame! Emmerde-toi d'abord! Scully! Enfin quoi? Regarde, c'est moi! Mulder, tu n'es peut-être pas celui qu'on croit! Ah, elle en a du caractère, la petite Dana dans Aux frontières du réel, mais finalement, nous les garçons, on adore ça. Et vous en profitez bien, les filles. Bonjour, Charlie! Salut! Non, moi, c'est pas Charlie. Enfin bon, tant pis. Bon, madame, on vous aime, voilà, c'est dit. Surtout quand vous mettez le nez sous le capot, comme Super Jamie, reine de la mécanique. Avoir une femme bionique à la maison, c'est pas le rêve, ça? Tiens, justement, j'ai un petit déménagement dans le 18e arrondissement. Mais j'ai une camionnette, hein. Puis si tu pouvais appeler Steve Austin, ça m'arrangerait. Enfin bon, la morale de l'histoire, finalement, c'est que le mythe du héros, c'est fini. Même l'incontournable super-héros s'est fait mater par une femme. Je veux bien sûr parler de Superman. Remarquez, on le comprend. Vous savez, quelquefois je me dis que je devrais peut-être arrêter de faire ce métier, épouser un homme qui serait, disons, assureur, on aurait 2 beaux enfants, je serais femme au foyer. Oh non, non, non.
Avant Goldorak et avant la mode des mangas japonais, lorsqu'on était petit, les programmes jeunesse nous permettaient d'apprendre en nous amusant. Très juste, il y avait l'île aux enfants avec Casimir, la Noiraude, Gribouille entre autres, Calimero, Un rue Sésame ou encore Il était une fois l'homme qui commençait par la fameuse toccata de Bach. Outre Patrick Sabatier à ses débuts, Soisy-Corne ou Brock et Schnock, notre maître à penser était Claude Pierrard. David Friesman l'a rencontré pour replonger quelques instants dans cette période un peu révolue, celle où les séries nous expliquaient la vie. C'est en effet sur la musique de Jean-Sébastien Bach qu'en 1978, Albert Barillet décide de raconter l'histoire du monde à la télévision sous forme d'un dessin animé diffusé 5 minutes par soir, juste avant 20h. C'est qu'à l'époque, pédagogie et programme jeunesse ne font qu'un, n'est-ce pas, monsieur Croque-Vacances ? Je crois que la pédagogie était tout à fait naturelle. On n'essayait pas de faire de la pédagogie pour dire on va remplacer le maître d'école, c'était pas du tout le but de l'opération. Ça faisait partie, j'allais dire, d'une logique, on ne cherchait même pas à faire autre chose. La distraction existait et justement, on arrivait à concilier distraction et pédagogie. Passer ou ne pas passer, là est la question. Et Il était une fois l'homme suit cette logique. On apprend que César a franchi le Rubicon et on s'amuse avec des héros qu'on retrouve à toutes les époques et qui permettent aux petits comme aux grands de se repérer. Car là, c'est toute la famille qui est concernée. La plupart des émissions jeunesse de l'époque avaient un grand pourcentage d'auditeurs ou de téléspectateurs plutôt, qui étaient des adultes et qui n'avaient pas d'enfants autour d'eux, mais qui comprenaient beaucoup mieux les choses. En effet, les parents suivent ce que butinent leurs petits à la télévision. Et les producteurs ont le souci de personnages mignons mais éducatifs. D'accord pour une abeille à condition qu'on apprenne ce qu'elle fait dans la ruche. Des personnages dans la lignée d'un monstre gentil et de ses amis. Car ce qu'on voyait dans l'île aux enfants, les petites séquences, c'était très pédagogique, non ? L'île aux enfants est un petit peu à part. D'abord, c'est un produit adapté Amérique vers la France. Et là, on voulait surtout préparer les enfants à l'école maternelle ou à la crèche, en leur expliquant ce qu'étaient les lettres, ce qu'étaient les chiffres. On arrivait à faire du distractif tout en étant pédagogique. Voilà une balance, Albert. Et voilà comment on pèse le colis. Un poids d'1 kilo. Un poids de 500 grammes. 1 kilo, 500 grammes. Ouh, que c'est astucieux. Et oui, c'est astucieux la pédagogie à la télé et ça marche. Il était une fois l'homme a été diffusé dans plus de 60 pays. Et un petit frère a été donné à la série avec cette fois-ci le corps humain à la loupe de nos héros. Mais bon, ça c'est vrai, c'est plutôt la vieille école. Aujourd'hui, on inclut la pédagogie dans les aventures de certains héros comme le jeune Indiana Jones, ce qui n'a rien à voir. Oui, c'est très différent. Le côté pédagogique est un petit peu dilué dans l'ensemble. Donc, c'est vrai qu'il existe, mais il n'est pas aussi franchement annoncé que lorsqu'on le faisait pour une série sur Il était une fois l'homme ou Les grandes inventions. Il était une fois les inventeurs qu'on retrouve très tôt le dimanche matin sur France 3 ou en vidéo comme ses petits frères. Et puisqu'on parle de vidéo, devinez qui nous revient bientôt. Je crois que c'est très pédagogique parce qu'on apprend qu'un petit poussin malheureux, il doit être tolérant ou on doit l'aimer. C'est pas parce qu'il est un petit peu plus faible que les autres. C'est aussi une façon de parler et d'être pédagogique. Les meilleurs moments de Casimir et Calimero sortent en vidéo au mois de novembre et c'est vraiment trop juste. Mercredi dernier sortait sur les grands écrans français Mission Impossible, le film. Mercredi dernier sortait également Pinocchio, le film, avec dans le rôle de Geppetto, Martin Landau, un des héros de Mission Impossible, la série. Martin Landau est également très populaire grâce à la série Cosmos 1999, mais depuis 10 ans, il est revenu à ses premières amours, le cinéma, et avec succès. On a pu le remarquer dans Tucker, Crimes et délits, et bien sûr Ed Wood, pour lequel il a obtenu un Oscar. Tout de suite, destination la République tchèque pour découvrir le Pinocchio, 3e du nom. Il était une fois un vieux marionnettiste ramassant une bûche au pouvoir magique dans laquelle il sculpte son plus joli pantin, Pinocchio. Revoici donc Œil de Pin et Geppetto interprété par Martin Landau. Pinocchio. Les grands enfants que nous sommes restés connaissent par cœur l'œuvre de Collodi et ses 2 précédentes versions, celle de Walt Disney en 1938 et le feuilleton de 1972, mise en scène par Comencini. Mais cette année, c'est Steve Barron, magicien venu du clip, qui donne vie au pantin de notre enfance. Les expressions du visage de Pinocchio sont d'un incroyable réalisme. Je blaguais beaucoup avec l'équipe des effets spéciaux et je leur disais que certains des acteurs avec qui j'ai tourné étaient moins expressifs que cette tête de bois.
Hé, comment tu fais ça? Silence! Dis-moi, tu n'oserais quand même pas me mentir, hein? Non. C'est une poupée animatronique très élaborée du Creature Shop de Jim Henson qui donne vie au pantin. Une personne s'occupe des jambes, une pour chaque bras, une pour le corps et une autre pour la tête. Autre créature impressionnante, la baleine, qui engloutira Gepetto. Et puis il y a Pépé. Pépé, c'est le cricket 3D. Je me présente, Pugliazio Elecuzio Pietro Elegante, dit Pépé. Est-ce que tu es un termite? Je serai ton meilleur ami, tête de bois. Je serai ta conscience. Je ne suis pas une tête de bois. Ce film n'aurait pas pu être fait il y a 2 ou 3 ans. La technologie a une place importante. Ça nous a donné l'opportunité, enfin, de mettre à l'écran ce qui était sur le papier depuis des années. Papa. Non, je ne suis pas ton papa. Nous aimons tous les miracles. Il y a quelque chose, enfin quelque chose de merveilleux. Façonner une marionnette et la voir prendre vie. Pinocchio sur les écrans depuis mercredi avec entre autres surprise du casting, le fameux Jean-Claude Drouot, Thierry Lafronde. On parlait de Martin Landau à l'instant, ça tombe bien. Les news dans téléséries avec entre autres Cosmos 1999, c'est dans la collection DLM si vous voulez tout savoir sur cette formidable série de science-fiction. Le nouveau numéro de Génération Série vient de sortir avec un dossier sur Babylon 5 et Star Trek à 30 ans. Star Trek Magazine en parle bien évidemment et il dresse un portrait de tous les personnages de cette formidable saga. Et à propos de Star Trek, c'est Hillary Clinton, la première dame des États-Unis et grande trekkeuse devant l'éternel, qui a été choisie pour animer une émission de télévision en l'honneur de cet anniversaire. Et puisque nous parlons de science-fiction, on parlait de Space 2063 la semaine dernière, vous verrez cette semaine sur M6, jeudi prochain à 18h, un épisode avec en guest star, une grande star. Regardez. On m'appelle le beau Alvin. Je suis ici chez moi. Et chez moi, un état d'esprit comme le tien, c'est très précieux. Je n'ai plus besoin de m'imposer puisque tu m'invites. Je te laisse commencer. C'est une honte pour tes parents. Tu es un silicate. Les aérotech m'ont acheté pour jouer ici. Modèle Alvin EL 1543, programme pour jouer au billard et faire des imitations. Tu veux que je te fasse Clint Eastwood? Tu veux? Jane Seymour, l'héroïne de Dr. Quinn, va tourner un téléfilm sous la direction de son mari, James Kitch, un téléfilm qui s'appellera Spin et qui racontera l'histoire d'un homme candidat à la présidence des États-Unis, soupçonné d'être un obsédé sexuel. Et c'est un sujet qui semble assez commun à pas mal d'hommes politiques, allez, on va dire américains. Après le cinéma, la publicité, les magazines, la Poste rend hommage à des grands héros de feuilleton. Tout d'abord des bandits fort célèbres, Arsène Lupin, Fantomas ou encore Rocambole. Et puis des enquêteurs de choc, commissaire Maigret, Nestor Burma, mais également Rouletabille. Regardez, ils sont très très beaux, 6 timbres. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. L'adresse de la semaine, c'est bien sûr celle de Port-Mérion. Alors l'adresse, c'est donc Port-Mérion, Gwynedd, LL48 6ER et c'est au Pays de Galles. Oui, c'est marqué dessus. On finit cette page de news avec une sortie vidéo. Souvenez-vous, les oiseaux se cachent pour mourir. Ils sont de retour. Les oiseaux se cachent pour mourir. 2, ils reviennent, ils ne sont pas contents. Ça s'appelle Les années oubliées. Souvenez-vous, le père Ralph de Bricassard, rompant son vœu d'obéissance et atterrissant dans un coin perdu d'Australie, Gillibone, où il rencontre Madame Carson, la riche propriétaire de Drogheda, et surtout la petite Maggie qui le rendra fou amoureux toute sa vie.
Ralph est de retour, plus sexy que jamais, interprété par un Richard Chamberlain pourtant plus ridé que jamais. Maggie a bien changé, ça n'est plus la même comédienne, mais la nostalgie fait son effet et on se réjouit de découvrir enfin ces années que les premiers auteurs avaient sans doute malencontreusement oubliées. Écoutez-moi bien, Ralph. Beaucoup de personnes admirent votre travail. Et ce, au point d'en avoir référé jusqu'au Saint-Père. Et je crois que vous êtes assuré d'être nommé cardinal. C'est ce que j'avais espéré pour vous, dès notre première rencontre. Mais, il est impératif que vous sachiez que le moindre soupçon de scandale, aussi petit soit-il, entacherait votre brillant avenir. Quel scandale? Vous savez bien de quoi il s'agit, de votre fonction d'administrateur, de l'immense fortune de Mary Carson, qui par vos soins fut léguée à l'Église et dont vous avez la charge. Une infime partie est allée aux réfugiés. Vous n'avez aucun droit d'en disposer. Cet argent appartient à l'Église. Chaque semaine, nous interrogeons les vedettes du spectacle en leur demandant leur série préférée. C'est vrai, cette semaine, c'est une des héroïnes de la série Classe Mannequin que vous avez tous vue. Il s'agit de Christine Lemler. Alors Christine, regardez-moi droit dans les yeux et dites-moi, quelle est votre série préférée? Happy Days. J'aime beaucoup. Sunday, Monday, happy days. Je trouve ça très drôle. C'est un petit peu kitsch, mais c'est pas vraiment démodé. Tuesday, Wednesday, happy days. J'aime beaucoup Fonzie. Je trouve que c'est lui qui amène le rythme dans la série et qui amène le côté déconneur de la série avec son blouson de cuir. Thursday, Friday, happy days. Un petit côté un petit peu macho, et un macho au grand cœur. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Je n'étais pas amoureuse de Fonzie, mais j'aimais bien. Je me disais, j'aimerais bien avoir des copains qui lui ressemblent. J'aimerais bien être une fille comme lui quand je serai plus grande. These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days. Christine Lemler, actuellement en tournée à travers la France avec la pièce de théâtre complètement folle qui s'appelle Boing Boing. Et Christine Lemler, le livre La vie amoureuse des stars, vous saurez tout sur leurs fantasmes. Elle n'arrête plus. On se retrouve la semaine prochaine avec entre autres au programme un coup de projecteur sur une toute nouvelle série très étrange mais formidable qui s'appelle Drôle de chance. Et on observera à la loupe la carrière télévisuelle de Sherlock Holmes. Rendez-vous dimanche prochain, 16h45, Karine Le Marchand, Stéphane Evano. Sauf que j'ai entendu parler d'une petite infidélité, mercredi 20h50. Ah oui, c'est vrai. Alors ne manquez pas le premier numéro des Julie, le premier magazine de société au féminin, mais on parlera bien sûr des hommes. Oui, je te fais confiance. Bye bye.